C'est avec une grande joie que nous vous accueillons toutes et tous pour cette deuxième rencontre en compagnie de Madame Toros-Marter. Vous avez répondu présent avec enthousiasme le samedi 2 octobre dernier et nous constatons avec plaisir que c'est à nouveau le cas aujourd'hui. Vous vous trouvez au sein du temple numéro 1 du château Saint-Antoine, hôtel marseillais de la Grande Loge de France, qui est représenté ce matin par Thierry Zaveroni, premier grand maître adjoint de la Grande Loge de France, que nous entendrons avec plaisir en clôture. Cette conférence publique est organisée par Saint-Jean d'Écosse, la mère loge écossaise de Marseille. Saint-Jean d'Écosse est une loge de la Grande Loge de France qui a souhaité, au travers de ce nom, honorer l'héritage de la loge historique Saint-Jean d'Écosse, qui a été créée en 1751 et s'est éteinte en 1814. Cette loge a témoigné d'une forte activité durant cette période, portée par les idéaux très marqués du siècle des Lumières. Elle vécut les périodes mouvementées de l'Ancien Régime, de la Révolution et de l'Empire, après la chute duquel elle ne survivra pas. Elle rayonna dans toutes les colonies et le bassin méditerranéen, ce qui explique et justifie amplement le terme de mère loge écossaise de Marseille. Afin de redonner un focus particulier sur cette loge exceptionnelle, la Grande Loge de France lui rend hommage en la faisant renaître en 2011 à l'occasion de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013, et s'attache à proposer des cycles de conférences sur des sujets essentiels comme l'histoire, sérieux comme la science, plus légers comme l'art, ou plus grave mais indispensable comme le devoir de mémoire qui va nous occuper ce matin. Le témoignage de Madame Toros-Marter nous tenait en effet particulièrement à cœur. Il se trouve que nombreux sont les membres de la franc-maçonnerie à avoir été déportés durant la Seconde Guerre mondiale et plusieurs loges de notre Orient de Marseille ont pleuré leur disparition, car beaucoup n'en sont jamais revenus. Une plaque mémorielle pour honorer leur mémoire a été édifiée et se situe juste en dessous, en aplomb de ce grand temple sur le mur qui le soutient. Mais ces murs portent également témoignage de cette sombre période. Alain de Robien, le neveu du commandant Guy de Robien, a été arrêté le 6 juillet 1943 pour sa participation au réseau de résistance Buckmaster, déporté à Buchenwald, puis à Flossenbürg. Il y est mort le 3 mars 1945. Rappelons que le comte Guy de Robien, qui se porte acquéreur de la propriété en 1907, je parle du château Saint-Antoine, la renomme, donc c'est lui qui la nomme Château Saint-Antoine, et y appose sa devise « Sans vanité ni faiblesse », que nous apprécions reprendre à notre compte particulièrement. Le comte Guy de Robien tomba au champ d'honneur le 5 janvier 1915 à Roclincourt dans le Pas-de-Calais. Je souhaitais également avoir quelques mots particulièrement chaleureux à l'endroit du mémorial du Camp des Milles, qui s'est immédiatement associé à notre projet en mettant à notre disposition l'exposition que vous avez pu apercevoir sur le parvis et que nous vous invitons à découvrir si ce n'est déjà fait. Monsieur Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation du Camp des Milles, nous dira quelques mots tout à l'heure également. Vous dire aussi que nous avons parmi nous une personne importante dans les actions qui sont menées par Madame Toros-Marter et qui est Monsieur Robert Mencherini, qui est assis juste à côté d'elle et qui est un historien spécialiste au conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles Mémoriel et Éducation. Voilà, je tenais à souligner sa présence parmi nous ce matin. En préambule du témoignage de Madame Toros-Marter, nous vous proposons un petit film intitulé « Les vétérans de la mémoire » qui fait également écho à l'exposition. Nous découvrirons 3 vétérans proches du mémorial, dont Madame Toros-Marter, et qui parlent successivement de leur histoire et du Camp des Milles. C'est maintenant avec beaucoup d'émotion et de joie que nous accueillons Madame Denise Toros-Marter. Madame Denise Toros-Marter, vous êtes née en 1928, vous avez aujourd'hui 93 ans. Vous êtes marseillaise depuis votre naissance, votre famille s'étant installée à Marseille peu après la guerre de 1870. Vous êtes marseillaise et l'on peut dire que vous connaissez cette ville comme peu de monde et peut-être même personne ce soir ici ne la connaît. Pour leur plus grand bonheur d'ailleurs, puisque vous avez connu le siège marseillais de la Gestapo qui était situé rue Paradis, vous en avez fait mention. Vous y avez été emmené en 1944, 3 jours avant vos 16 ans, puis interné au Baumette. Le 20 mai, vous êtes déporté vers une destination inconnue nommée Pichipoy, du nom de votre livre, j'avais 16 ans à Pichipoy. Vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que ce mot rigolo en apparence signifiait et quelle réalité plus tragique il cachait. Après l'enfer de votre détention, vous en sortez marqué dans votre chair et dans votre âme. Vous épousez 10 ans après la libération, en 1955,
Samy Toros, et 40 ans après la libération, vous fondez l'Amicale des déportés d'Auschwitz, Marseille-Provence, et vous en devenez la présidente. Vous œuvrez à la pose de plaques commémoratives sur les rafles de Marseille, mais également à la reconnaissance du camp d'Émile comme lieu de mémoire. Enfin, vous organisez de nombreux témoignages dans les collèges, les lycées, et j'imagine que vous devez être heureuse de voir quelques visages de la jeunesse parmi nous ce matin. Voilà. Madame Denise Toros-Marter, nous écoutons avec grande attention. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, bien sûr, pour la deuxième fois, et je remercie de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et qui m'est à nouveau réservé, avec beaucoup de monde. Je pense que la salle était pleine le 2 octobre et que également, nous avons un auditoire qui est très important et je vous remercie à tous d'être venus et bien sûr à la confrérie de messieurs Jacolin et Séba qui m'ont invité à venir témoigner et de l'accueil chaleureux que j'ai reçu chaque fois. Je voudrais, avant de commencer l'histoire de mon cursus, rendre hommage d'abord aux justes des nations qui ont risqué leur vie pour sauver et protéger les Juifs pendant la guerre sous l'occupation nazie, et au total 103 justes déclarés dans la région, Marseille et la région, dont le pasteur Manen, qui a fourni des certificats de baptême à des internés du camp d'Émile en état de déportation, le commissaire maritime Laurent Lebouté, sauveteur de nombreux passagers de l'Exodus à Port-de-Bouc, le professeur Ivan Beltrami, qui a caché des étudiants juifs chez lui, la famille Bertrand, qui a récupéré les fils Misraï lors d'une rafle, M. Antoine Grimaldi à Roquevert, les congrégations catholiques et protestantes, dont le père Boulogne, que j'ai très bien connu, et tous ceux qui ne se sont pas fait connaître par pudeur ou par modestie. Merci aussi à nos amis les profs, qui se sont depuis des décennies investis dans la transmission de la mémoire avec la présence des résistants et des déportés dans leurs cours d'histoire. Nos amis les profs, dont vous avez un spécimen à côté, qui est M. Robert Macchirini, qui a participé à des travaux de recherche et l'élaboration de livres sur Marseille, Vichy et les nazis, le temps des rafles, la déportation des Juifs, et également Provence, Auschwitz, de l'internement des étrangers à la déportation des Juifs. Je ne suis pas une conférencière. Je suis seulement le témoin et la rescapée d'une période qui a été traversée par des millions d'êtres humains, qu'ils fussent juifs, tziganes, antifascistes, prêtres ou pasteurs. Parmi eux, 1 500 000 enfants assassinés au nom de la Judenrein, projet prôné par l'idéologie nazie. Mes origines, les Marters, 8 générations au moins de Français, origine de la famille, l'Alsace, antisémite par les occupations nazies, par les occupations allemandes. Mon père, Lucien, ancien combattant de 1916 à 1939, qui a eu sa carrière d'ingénieur des arts et métiers brisée par la guerre. Ma mère, une Tubiana, origine de Constantine, antisémite, qui a été là-bas créée en Algérie par le journaliste et pamphlétiste Drummond. Mon père, ancien combattant de 1916 sur le front de l'Isère, donc a eu ses études brisées par la guerre. Remobilisé en 1939 et envoyé en Syrie, où on attendait un deuxième front. Mon père, ayant sa carrière brisée, a fait l'acquisition d'un grand garage, qui faisait à peu près 80 voitures, qui avait un mécanicien, carrossier,
des pompes à essence et un gardien de nuit, et qui était installé dans le haut du boulevard Notre-Dame, et qui avait donc une clientèle de médecins, d'avocats. Et la famille, mon grand-père, Achille Marter, a été pendant 47 ans conservateur du cimetière israélite de la Timone. Nous allions tous les dimanches déjeuner chez mes grands-parents, dont la maison est encore au cimetière israélite. Elle est toute lézardée parce qu'on l'a mal conservée. Et je peux dire que le cimetière israélite, c'était notre lieu bizarrement, pas de loisirs et de réjouissance avec mes frères. Ma grand-mère, c'était la grand-mère Gâteau, qui avait un magasin de chaussures, et mon arrière-grand-mère était une Cohen, et elle parlait le patois provençal. Son mari avait un bateau dans le port de Marseille. Il était ce qu'on appelle maintenant des ship chandlers, mais à une plus bas niveau, et il allait ravitailler les navires qui étaient au large du port de Marseille. L'occupation, nous l'avons vécue par le tampon juif qu'il a fallu se faire mettre sur les cartes d'identité à la préfecture. À Marseille, on n'a jamais porté l'étoile juive, mais il fallait se déclarer comme tel à la préfecture. Et comme bons citoyens français, on est tous pratiquement à 85%, 90%, on est allé se déclarer à la préfecture. Donc, les avertissements, les gens qui ont commencé à côtoyer les résistances, qui nous ont alertés. Moi, j'étais au lycée Montgrand, et ensuite j'avais quitté le lycée Montgrand pour faire une école de langue, la Berlitz School of Language, et je passais tous les jours au magasin de ma grand-mère, magasin de chaussures rue de l'Académie. Et un jour, elle me dit, le professeur Crémieux a été arrêté. Et le professeur Crémieux était un fameux psychiatre à Marseille, et correspondait à peu près au cursus de ma famille, c'est-à-dire anciens combattants des deux guerres, vieille famille juive marseillaise, et moi qui étais la benjamine des 3 enfants de la famille, mon frère André qui faisait école de chimie, mon frère René qui travaillait avec mon père au garage et qui avait préparé aussi une école professionnelle de mécanique d'aviation. Et donc, mon arrière-grand-mère, je le disais, qui était une Cohen et qui parlait le patois provençal. Donc, à ce moment-là, quand je suis arrivée chez ma grand-mère, et qu'elle m'a dit le professeur Crémieux a été arrêté, j'ai dit il correspond tout à fait aux mêmes critères que la famille, et nous allons tous être arrêtés. Et j'avais une camarade de lycée qui m'avait dit si tu crains, tu viens chez nous. Elle habitait en face le lycée Montgrand, sa maman était prête à m'accueillir. Il y avait un système de balcon qui m'aurait permis d'aller d'un balcon à un autre et de m'enfuir. Et je l'ai dit ça à mes parents. Et mon ami Mado sa maman me propose de m'héberger chez elle. Mon père n'était pas très content parce que ça a été finalement le critère des familles juives, c'était de ne pas se séparer. Et donc ma mère, qui était une femme et qui était beaucoup plus sensible, bien sûr, à ces choses-là, m'a dit écoute, je te comprends. Si tu veux aller chez ton ami, je te ferai apporter une valise chez tel commerçant de la rue d'Aubagne,
et tu viendras la récupérer. Et donc, j'étais en train de me lasser les chaussures pour partir, et quand on a frappé à la porte des appartements du garage. Et là, j'ai ouvert et je me suis trouvé en face de deux messieurs français. Un qui avait de l'aplomb et l'autre qui en avait un peu moins, qui avait l'air un peu gêné de ce qu'il faisait, et qui me demande « Monsieur Marter ». Je dis « Monsieur Marter, mais c'est pourquoi ?»« Ah, ça vous regarde pas. » Je suis sa fille. « Ah, vous êtes sa fille ?» Alors ils ont poussé la porte, vos papiers. Alors on a sorti les papiers, votre père. Mon père faisait la sieste dans les appartements du dessus du garage. Ils sont allés le réveiller. Et pendant ce temps, il y avait la fenêtre qui était ouverte sur une cour. Et je dis à ma mère, je fiche le camp. Et elle me dit, ils vont te tirer dessus. Et je ne suis pas partie. Donc on a été emmenés à la 426 rue Paradis, c'était le siège de la Gestapo. Là, nous nous sommes retrouvés avec ma grand-mère, mon père, ma mère, mon frère aîné, qui, lui, avait été averti et passé devant le magasin de ma grand-mère. Et là, l'employé lui a fait signe de ne pas rentrer. Il l'a pas vu, il est rentré, il y avait la Gestapo à l'intérieur. Et mon frère cadet, qui lui a compris le signe de l'employé et a pu aller se réfugier chez des résistantes communistes qui habitaient rue de la République. Et de là, c'était mon cousin qui était mes deux cousins, un qui était protestant, un qui était juif, et mon frère qui l'était aussi, et qui ont su que la famille avait été arrêtée, et qui sont descendus à Marseille pour ramener mon frère dans le maquis de Saint-Hippolyte-du-Fort, près de Nîmes. Et donc mon frère cadet, lui, a été intégré dans ce maquis et s'est battu à son tour contre les Allemands. Donc l'arrestation, ça a été le 426 rue Paradis, le siège de la Gestapo, la prison des Baumettes, où on a été séparés, les hommes des femmes, et on s'est trouvés dans une grande cellule où on était une quinzaine sur des matelas en paille ou sur de la paille. Et on a pu, faire partir des messages à des amis catholiques qui nous ont apporté des vivres et des vêtements, puisqu'on avait été arrêtés sans rien. Le trajet, ça a été donc la prison des Baumettes, et la prison des Baumettes. Ensuite, on a été transféré par wagon 3e classe, où on a retrouvé mon père et mon frère, et on a été dirigé sur le camp d'internement de Drancy. À Drancy, étant donné que nous étions, c'était, disons, l'antichambre d'Auschwitz, nous étions dans un bâtiment comme des HLM qui étaient en construction, et on était surveillés par la police française. Nous n'avons pas vu des Allemands à Drancy, nous n'avons vu que la police française. Et comme mes parents étaient en otage, moi, on m'a appelé pour aller nettoyer l'appartement d'une femme de gendarme. Et cette femme de gendarme, c'est quelque chose qui m'a terriblement marqué. Elle m'a dit ni bonjour, ni offert un verre d'eau, ni offert un morceau de pain, ni m'a pas adressé un mot, et m'a dit voilà, tu fais le ménage là. Et c'est quelque chose qui m'a terriblement marqué, qu'une femme française puisse agir ainsi auprès d'une jeune fille qui avait 16 ans. Nous avons attendu un certain temps à Drancy, et quand on voyait partir des convois, il y avait des gens qui parlaient, qui attendaient,
qui étaient soit d'origine anglaise, soit mariés avec des catholiques, et qui donc étaient en attente, n'ont pas été déportés tout de suite. Et on leur disait, mais où est-ce qu'ils vont tous ces convois? Et on nous disait, ils vont à Pichipoy. Et Pichipoy, en yiddish, c'est un village imaginaire. D'ailleurs, c'est indiqué, Pichipoy, un nom étrange qui sonnait mal à nos oreilles, nous juifs provençaux, bercés dans notre enfance par le patois méridional de Mémé Cohen, dont le mari était taconnier, un métier typiquement marseillais, avec sa barque de ravitaillement destinée aux bateaux du port de Marseille. C'est à Drancy, le camp de transit où notre famille fut internée, que nous avons découvert ce mot de Pichipoy. Nous n'en connaissions pas l'origine, la culture yiddish polonaise dans laquelle il désigne un petit village imaginaire nous était étrangère. Nous savions encore moins ce qu'allait être la réalité de cette destination inconnue des internés de Drancy. Lorsque nous la découvrîmes, tout espoir s'évanouit, c'était Auschwitz. Donc nous avons été transportés dans des wagons à bestiaux et arrivés au bout de 3 jours et 3 nuits dans des conditions assez lamentables, puisque on avait eu une tinette au milieu du wagon où on était à peu près 50 par wagon, et il y avait quelqu'un qui mettait une couverture quand on avait des besoins à faire, et puis quand on s'arrêtait dans une gare, notamment à Strasbourg, il y a eu des gens qui ont voulu nous apporter de l'eau, et puis qui ont été chassés par les Allemands, les SS qui étaient sur le toit des wagons. On a pu envoyer, écrire quelques messages, et puis il y a eu certainement des passants qui les ont ramassés et qui les ont fait parvenir, mais on était quand même très prudents parce que on avait peur que les messages arrivent à des personnes qui étaient déportables, arrêtables et déportables elles aussi. Et quand nous sommes arrivés, au bout de 3 jours, 3 nuits, avec ma grand-mère qui souffrait beaucoup de la promiscuité et du manque d'air qu'il y avait, parce qu'on était le 23 mai, et il y avait le soleil qui tapait sur le toit de la voiture. Et on essayait de la protéger, mais c'était difficile. Et quand nous sommes arrivés, on a ouvert les portes, au bout de 3 jours, on a ouvert les portes du wagon, et on a vu arriver des gens en costume rayé, et des Français qui ont ouvert les portes et qui nous ont dit que les femmes âgées prennent les enfants avec elles. On a compris que les personnes âgées et les enfants allaient aller dans un camp familial. Nous ne savions pas quel était l'aboutissement réel de ces personnes qui avaient été choisies pour être exterminées. Donc ma mère, ma grand-mère sont descendues du wagon avec un enfant qui leur a été confié, qui s'appelait Gilbert Siskind, qui avait 7 ans, et dont les parents étaient en couple dans le wagon avec nous, et qui ont confié l'enfant à ma mère et à ma grand-mère. Donc on arrivait sur une autre planète. C'était d'abord les haut-parleurs avec des valses de Vienne, les capots qui commençaient à nous taper dessus, et puis les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les enfants et les personnes âgées encore d'un autre côté. Et puis bon, ben là, on a été mis dans une grande salle, dépouillés de nos vêtements, tendus, numérotés sur le bras. Et comme ils en étaient arrivés au tatouage de plus de 400 000 personnes, ils avaient fait comme la loterie nationale, ils avaient fait une série A, et moi j'étais 55-56A. Et là, on a été mis dans une grande salle, une espèce d'amphithéâtre, où on nous a demandé qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on faisait, si on était pianiste, si on était coiffeur, si on était bon. Et bon, ben, moi j'étais juste lycéenne, étudiante,
Et donc, à ce moment-là, nous a mis dans la guerre, dans un camp d'attente. Là, bon, ben, ça a été le début de la planète Auschwitz, où on était requise, c'était un bloc rien que de femmes, et on était requise pour aller faire des corvées, pour aller vider les tinettes, bon. Et puis j'ai eu la scarlatine. J'ai été entre guillemets hospitalisée parce qu'ils craignaient les épidémies. Et puis donc, pendant la scarlatine, j'ai eu la chance de tomber sur des infirmières qui étaient des déportées, elles aussi, et qui, disons, avaient trouvé une planque, disons, en se déclarant infirmière. Et donc, j'ai passé 30 jours de ma scarlatine avec un cachet d'aspirine, c'est tout ce qu'on m'a donné. Mais le bloc était séparé en deux par une espèce de couloir chauffant, oui. Et en face, les scarlatines, il y avait celle qui avait le typhus. Et ça, c'était terrible, parce que ces femmes qui avaient le typhus, elles ne pouvaient même plus tenir debout, elles marchaient à quatre pattes. Et un jour, il y a eu ce qu'on appelait une sélection, c'est-à-dire qu'on choisissait les personnes qui ne pouvaient plus servir comme esclaves, disons, au Troisième Reich. Et donc, on est venu chercher ces femmes qui avaient le typhus. Et ceux qui sont venus, c'était l'équipe de Mengele. Et Mengele, c'était le médecin du camp. C'était celui qui opérait les sélections à l'entrée du camp et qui décidait si on pouvait travailler ou si on était voué à la chambre à gaz. Et ce Mengele a fait des expériences sur les jumeaux, et notamment a cousu des jumeaux entre eux. Et excusez-moi. Donc le tatouage, les corvées, les appels dehors à 6 heures du matin et à 18 heures le soir, les sélections s'il y en avait trop plein, les arrivages de toute l'Europe, notamment d'Amsterdam et d'un camp de concentration qui était en Hollande aussi. Et la vie quotidienne, nous avions les rations, c'était le matin, on avait une tisane après on nous a dit que c'était une tisane de gland, de chêne. Et à midi, on avait une soupe où il fallait trouver les morceaux de viande en écartant. C'était de l'eau, quoi. Et le soir, on avait une ration de pain avec un morceau de margarine ou une tranche de saucisson ou une cuillère de confiture. Et c'était tout ce qu'on avait pour aller travailler et pour tenir le coup. Et donc, la scarlatine, des infirmières qui se sont dévouées. Après avoir eu la scarlatine, on m'a fait changer de camp. Je suis allée dans le camp du camp A au lager des Tziganes. Et le lager des Tziganes, c'était le camp des Tziganes, et où on allait, quand on passait en commando, pour aller travailler, et notamment j'ai travaillé, moi, à la Weberei, où on faisait des tresses. Le seul avantage, c'était qu'on était à l'intérieur, on ne faisait pas des travaux de terrassement, on était à l'intérieur et on nous faisait faire des tresses avec des morceaux de caoutchouc et de toile. On a pensé par ailleurs que ces tresses servaient d'arrimage pour les bateaux allemands quand ils étaient à quai.
Et donc il fallait faire 15 mètres de tresse avec des ingrédients tout à fait primaires. Et si on ne les faisait pas, ben, il y avait le SS qui passait sur les tables avec son chien, son berger allemand, et qui nous tabassait, quoi. Et je me souviens d'une Hongroise qui n'avait pas fait ses 15 mètres, qui a été mise à genoux avec 2 briques dans les mains et qui devait pendant 1 heure supporter le poids des briques jusqu'à ce que le SS ait pitié, ce n'est pas pitié, mais soit découragé de lui faire ça. Donc, les sélections avec le typhus, le changement de camp, et puis les Allemands quittent le camp. Moi, j'étais à ce moment-là hospitalisée pour pieds gelés. J'ai eu 3 fois les pieds gelés, une fois 1er degré, 2e degré et 3e degré. 3e degré où j'ai les doigts de pied qui sont tombés tout seuls avec la gangrène. Les Boches quittent le camp, c'est la libération, mais nous sommes trop amorphes et cachectiques pour nous en rendre compte. Et pendant 3 jours, il y a un no man's land, c'est-à-dire les Allemands sont partis, ils ont vidé les réserves d'eau, ils ont vidé les magasins d'alimentation. S'ils nous ont pas exterminés, ils n'ont pas eu le camp, ils n'ont pas eu le temps. Et il reste environ 5000 détenus à Auschwitz-Birkenau. Nous sommes sans eau, sans soins, sans nourriture, et les SS brûlent les vivres. Par contre, au moment de l'évacuation du camp par les Allemands, les Boches, les médecins et les chirurgiens, qui sont des prisonniers également, sont chargés de l'approvisionnement et des soins. Donc, on nous distribue, on nous fait cuire une cuillère de soupe de semoule par personne, on nous alimente comme ça, on nous apporte de l'eau, et puis nous voyons apparaître la Croix-Rouge polonaise. Et à côté de moi, dans le chalet à côté, il y a une Polonaise qui a reçu un coup de fusil dans la jambe, et le médecin de la Croix-Rouge polonaise vient s'occuper d'elle. Et comme elle est dans le chalet à côté de moi, elle dit au médecin, à côté, il y a une petite Française qui a les pieds gelés. Et il se tourne vers moi, et il me dit dans un français impeccable, « Vous êtes française ?» Je dis « Oui ». Il me dit « J'ai fait toutes mes études de médecine à Paris. Je vais m'occuper de vous. » Et donc avec l'infirmière, il m'enlève les bandelettes en papier que j'avais sur le pied gauche. Il prend le truc pas le détersible, le désinfectant, et il me verse ça sur le pied pour me désinfecter, et il me retire les esquilles d'os qui pourrissaient, qui me donnaient la gangrène, et qui par ce fait m'a arrêté la gangrène. Et ce médecin polonais a eu un élan vers moi, et il était en mission, et chaque fois qu'il arrivait dans le bloc, il venait directement à mon chevet, et il me disait « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Alors je lui ai donné des lettres que j'avais écrites au crayon, et qui étaient destinées soit à mon frère cadet s'il n'avait pas été arrêté, soit à des amis catholiques qui étaient des très bons amis de ma famille. Et donc ces lettres sont parvenues, je les su après. Et il m'a dit, je peux faire quelque chose d'autre? J'ai dit, oui, écoutez docteur, moi je ne peux pas marcher, et quand je pourrai marcher, il me faudra des béquilles. Est-ce que vous pouvez me procurer des béquilles? Et effectivement, il est revenu avec une paire de béquilles que j'ai mis sous mon lit, parce que j'étais pas en état du tout de me lever. Je suis restée à peu près 2 mois et demi sans pouvoir me lever.
Et après, nous avons eu aussi les soins de religieuses qui étaient à un couvent à 14 km d'Auschwitz et qui sont venues très très dévouées s'occuper de ces juifs moribonds, comme on disait. Et je leur dois aussi certainement le fait d'être en vie parce qu'elles nous ont apporté vraiment tous leurs soins. Et quand je suis retournée à Auschwitz, j'aurais voulu leur rendre compte de ma reconnaissance en allant dans ce couvent, mais je n'ai pas pu trouver où était ce couvent et les remercier de leurs bons soins. Puis nous avons eu donc des médecins qui étaient des déportés qui sont venus aussi s'occuper de nous. Et puis nous avons eu alors aussi des visites. J'ai eu un étudiant parisien qui est venu voir s'il y avait des Françaises parmi nous et qui m'a dit « Oh, pauvre gosse, quand il a vu mon pied, il m'a dit « Tu vas pas échapper à l'amputation ». Je m'en doutais déjà, mais enfin, j'y ai quand même échappé. Et il est venu, il me dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit je crois on a crevé un cheval et on va t'apporter de la viande de cheval. Et il m'a apporté un beefsteak de cheval. Et c'est évidemment le premier beefsteak que je remangeais. Et il m'a apporté un livre, il m'a donné des nouvelles du front. Et donc on a été transporté de Birkenau à Auschwitz dans des bâtiments qui étaient en dur, qui étaient des anciennes casernes de la Wehrmacht. Et de là, bon, on nous a mis dans des lits qui étaient plus convenables, et on a eu des religieuses, des médecins, des chefs de chambrée, et petit à petit, et surtout aussi l'état-major médical soviétique, dont une infirmière major qui, d'ailleurs, quand elle a vu nos dents qui se déchaussaient, elle nous a dit « je vais vous apporter quelque chose ». Et elle nous a apporté une brassée d'ail, et elle nous a dit « frottez-vous les gencives avec de l'ail, et mangez de l'ail tant que vous pouvez, ça vous reconstituera ». Et petit à petit, on nous a alimentés, mais petit à petit, parce que les personnes déportées qui ont été libérées à Mauthausen ou Ravensbrück se sont jetées sur la nourriture et n'ont pas tenu le coup, elles en sont mortes. Et là, les Russes ont eu la sagesse, peut-être l'expérience, de nous nourrir petit à petit, et très, comment dirais-je, hygiéniquement, de façon à ce que on nous donne de la nourriture qui puisse tout reconstituer, disons, petit à petit. Et nous avons donc été soignés par les Russes, par les religieuses, par les médecins qui avaient été déportés, et au bout de 2 mois et demi, on a pu sortir du bloc. On savait qu'on avait l'affluent de la Vistule qui était pas loin, et comme les Russes nous donnaient un goûter, on est allé avec les béquilles à peut-être, je sais pas moi, 200 mètres sur les bords de la Vistule. Et là, ça a été, je pense, ça a été vraiment notre libération. Parce que d'abord, on était tout un groupe, il y avait 2 Hongroises, mon amie Maud et moi, 2 Françaises, une Slave, qu'est-ce qu'il y avait? On était 7, une Hollandaise, et puis encore une Slovaque, je crois. C'était la Société des Nations. Et on arrivait à parler un peu en français, un peu en allemand, un peu en anglais. Et là, ça a été donc notre libération, puisque d'un côté, on voyait sur la Vistule, qui traversait la Vistule, on voyait un pont, et il y avait les officiers supérieurs allemands qui étaient conduits par les Russes à coups de crosse et qui étaient internés
dans le camp à côté d'Auschwitz-Birkenau. Et de l'autre côté, on voyait les Cosaques russes qui arrivaient, qui s'ébrouaient, on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire quand ils se sont enlevés leurs vestes, et puis qui, en rigolant, sont entrés dans le fleuve, la Vistule, la rivière, et se sont ébroués, et puis ils nous ont fait des démonstrations de Cosaques à cheval. Enfin, ça a été un peu ce fait-là qui nous a dit, ça y est, on est libérés, on retourne à la vie. Et donc, alimenté petit à petit, soigné avec la Croix-Rouge polonaise, les médecins qui avaient repris du service, et nous sommes restés encore, nous n'étions pas transportables. Nous n'étions pas transportables parce qu'il y avait encore le front, et il fallait prendre des transports tout à fait primaires, hein, comme l'a fait, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Primo Levi. Et Primo Levi, lui, c'est à la Libération, a pris des transports par wagons à bestiaux, par charrette et tout, pour atteindre Odessa, où il a finalement pu avoir un bateau pour être rapatrié en Italie. Mais nous n'étions pas, nous, dans ce genre de personnes à pouvoir, avec le front qui continuait dans la région de la Pologne, pouvoir de nous-mêmes rentrer. Donc il a fallu attendre d'être rapatriés sur des charrettes et sur des trains, des wagons à bestiaux, mais d'une autre façon, quoi. Et envoyés sur la Tchécoslovaquie, à Prague et à Pilsen, là où il y a la fameuse bière de Pilsen. Et là, on a été remis aux mains des Américains qui occupaient et qui nous ont commencé à nourrir petit à petit. Et avec mon ami Maud, on a su qu'il y avait des avions qui nous rapatriaient, des avions sur Marseille, des avions sur Paris, des avions sur Lyon. Et avec mon ami Maud, on a dit, le premier qui part, on le prend. Et il est parti sur Paris, où on a été réceptionné, désinfecté, parce que on avait des poux, on avait des morpions, et là on a été reçus d'abord dans un cinéma où on nous a donné des sandwichs. Après on est passé devant des équipes de renseignements généraux pour savoir nous établir des papiers d'identité provisoires, puisqu'on ne savait rien sur nous. Et puis, il y avait également dans ces équipes qui nous interrogeaient des renseignements généraux, parce qu'il y avait des SS qui se faisaient passer pour des déportés et qui voulaient rentrer en France comme tels. Par contre, à Auschwitz, quand les Russes nous ont libérés, où il y avait des SS qui voulaient se faire passer pour des déportés et qui s'étaient même fait tatouer, les Russes leur faisaient lever les bras et sous les aisselles, ils avaient leur résus sanguin qui était tatoué, et tous ceux qui avaient leur résus sanguin, ils étaient pendus tout de suite. C'était un juste retour des choses. Voilà, et puis donc à Paris, on a été les renseignements. Nous sommes arrivés par train, on nous a mis dans un train avec des prisonniers de guerre, des réfractaires au service du travail, et on est arrivé donc avec toujours mon amie Maud, avec laquelle on ne se séparait pas, à la gare Saint-Charles.
Et à la gare Saint-Charles, on a voulu nous mettre dans un dortoir pour, soi-disant, nous reposer. Moi, j'avais les béquilles, mon amie Maude, elle marchait avec une canne. Et quand nous sommes arrivés à la gare Saint-Charles, il y avait des personnes qui venaient réceptionner les déportés. Et moi, il y a une infirmière major qui me dit « Vous avez quelqu'un à prévenir ?» Je lui dis « Écoutez, je ne sais pas si mon frère est toujours en vie. S'il a repris le garage de mon père, c'est le garage de l'ascenseur. » Elle me dit « Mon Dieu, le garage de l'ascenseur, mais je suis la belle-sœur du professeur Michel, qui était un client de votre père. Je téléphone tout de suite à mon beau-frère et il va avertir votre frère. » Et donc, le professeur Michel est allé avertir mon frère, et mon frère est arrivé avec ma tante en me disant « On a des nouvelles d'André, de mon frère aîné, il est soigné sur les bords du lac de Constance, il a fait Auschwitz, Mauthausen, Melk et Benzé. Et Benzé, c'était les mines de sel. Et il a été libéré par les Américains. Et il n'est pas rentré de suite parce qu'il n'était pas en état physiquement de rentrer. Et donc, il est resté quelques mois de plus, 2 mois de plus, sur les bords du lac de Constance. Et il va rentrer, on a de ses nouvelles. Donc, on s'est retrouvés au bout de 2 mois. Mes 2 frères et moi, nous étions trois orphelins, où on a raconté brièvement à nos tantes, nos oncles, nos neveux et nos nièces, ce qu'il était advenu de notre famille, et puis on n'a plus voulu en parler. On n'a plus parlé, il a fallu se reconstituer, partir à la campagne, se remplumer, se faire opérer encore du pied qui suppurait encore et où il n'y avait qu'un demi-orteil. Et puis, essayer de reprendre une vie normale, mais c'était pas facile, d'une part. Et d'autre part, le soutien du moment des autorités françaises était tout à fait limité. Parce que moi, je me souviens que j'avais droit à une paire de chaussures orthopédiques pour mon pied gauche. Et on a voulu me faire, comme on me faisait la paire de chaussures, on a voulu me faire payer la paire de l'autre pied, le pied droit, qui lui n'était pas pensionné. Enfin. Donc, on a repris un peu de santé, et on a voulu un peu parler très peu de ce qui était arrivé, surtout à nos parents, et puis se reconstruire, et puis on a voulu un peu enterrer tout ça jusqu'à l'arrivée des négationnistes. Là, les négationnistes, quand ils ont commencé avec Le Pen et compagnie à dire que tout ça c'était des fables, qu'à Auschwitz on ne gazait que les poux, que c'était beaucoup moins de gens qui avaient été assassinés que ce que l'on prétendait. Et à ce moment-là, on s'est retrouvés entre camarades de déportation. On a fait un repas de retrouvailles et on a dit si vous êtes d'accord, on crée l'amicale d'Auschwitz. Et tout le monde a été d'accord. On a créé l'amicale d'Auschwitz en 1985, dont le but principal, c'était les témoignages auprès de la jeunesse. Et depuis 1985, nous sommes appelés et par les profs, nos amis les profs, je dirais, dont il y en a dans cette salle, Madame Azan, je crois. Où est-elle? Madame Azan, Madame Bassoussan, je ne sais pas si elle est là. Enfin,
Et puis, notre principal but, c'était de témoigner auprès des jeunes, et c'est ce que nous avons fait depuis. Par contre, quand je suis rentrée, là j'ai des documents, j'ai pris un cahier d'écolier qui par contre s'appelait L'Avenir, et où j'ai relaté ce qui s'était passé pour moi et ma famille à Auschwitz. Donc, quand je l'ai écrit, j'avais 17 ans et demi, je l'ai repris 25 ans après, et puis comme je savais me servir d'un ordinateur et qu'il y avait le mémorial de la Shoah à Paris et qu'on avait créé l'amicale d'Auschwitz, je l'ai tapé sur un ordinateur, et c'est le mémorial de la Shoah qui me l'a édité, et qui se nomme « J'avais 16 ans à Pichipoy ». Je vous ai donné la signification de Pichipoy, et ce livre a été bien sûr édité, transféré, pas transféré. Voilà, et puis parmi les documents, j'ai des lettres que j'ai écrites quand nous avons été libérés à Auschwitz. Il y en a une qui date du 6 avril 1945. Il y en a une de mon frère qui est également libéré le 7 juillet 1945 et qui était dans l'île de Reichenau sur les bords du lac de Constance. J'ai également, en février 1973, été appelé par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Vous devez être entendu comme témoin à Marseille dans le cadre d'une procédure suivie devant le tribunal de Francfort-sur-Main contre Joseph Mengele du chef d'assassinat. Cette audition doit se faire à Marseille le 19 mars, en présence du magistrat allemand, etc., etc. Et j'ai eu juste un accident de voiture à ce moment-là, et à la clinique de la Croix-Rouge française au boulevard Chave, j'ai averti ces messieurs des juges d'instruction que je les recevrais, mais à l'hôpital. Et ils sont venus donc prendre mon témoignage à l'hôpital en me disant: nous sommes sur le point d'arrêter Mengele, qui était le médecin du camp d'Auschwitz et qui a fait des atrocités, notamment sur les enfants. Donc j'ai déposé mon témoignage. Mengele, on a dit qu'il avait été noyé dans, je ne sais pas si c'était dans la Méditerranée. Enfin, malheureusement, il y a eu beaucoup de criminels de guerre qui se sont enfuis et qui ont essayé de remonter des réseaux en Bolivie ou en Amérique du Sud. Voilà, depuis donc 1985, avec mes camarades, et malheureusement je reste, nous ne sommes plus que 3 ou 4 maintenant à aller témoigner dans les collèges et dans les lycées, où nous recevons un accueil très chaleureux, aussi bien des profs que des élèves. Voilà. Je vous lirai par la suite un texte que j'ai écrit moi-même et qui est le testament d'Auschwitz. Je pense que ça sera peut-être en fin de témoignage. À votre convenance. Voilà, je vous remercie de votre attention.